Bonjour à tous les présents et merci de nous avoir rejoints, c'est très sympathique. Donc, merci aux membres de la SNSM et merci aux membres de la pharmacovigilance de nous permettre d'accéder à ces connaissances et d'être à l'écoute des patients. On vous donne la parole et Donc, bonjour à tous, ou plutôt rebonjour, peut-être que certains ont déjà entendu la première partie de ce webinaire. Cette deuxième partie va expliquer comment déclarer les effets indésirables et surtout comment bien les déclarer, puisque déclarer les effets indésirables, c'est une très bonne chose, mais bien les déclarer, c'est encore mieux. Quelques rappels, nous l'avons vu lors du premier webinaire, on entend par effet indésirable une réaction nocive et non voulue, suspectée, et le mot est important, d'être due à un médicament, survenant dans des conditions d'utilisation conformes, c'est ce qu'on appelle le bon usage du médicament, mais également non conformes. Un effet indésirable peut donc survenir en cas d'usage hors AMM du médicament, de surdosage, d'abus, d'erreurs médicamenteuses, d'interaction, lors d'une exposition au cours de la grossesse, lors de l'allaitement ou lors d'une exposition professionnelle. Pourquoi déclarer les effets indésirables des médicaments? Gardez en mémoire que votre déclaration de pharmacovigilance peut permettre à l'Agence nationale de sécurité du médicament de recenser et mieux décrire les effets indésirables des médicaments, mais également, nous l'avons vu lors du premier webinaire, d'identifier un signal sur un médicament, une alerte sur un médicament, mais aussi de renforcer l'information liée au médicament. Qui déclare? Réglementairement, certains professionnels de santé ont une obligation de signalement. Il s'agit des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens, ainsi que l'industrie pharmaceutique. Les autres professionnels de santé, kinésithérapeutes, infirmières, ayant observé un effet susceptible d'être dû à un médicament, peuvent également le déclarer. Quid des patients? Les patients et les associations de patients ont, depuis juin 2011, la possibilité de déclarer directement au centre de pharmacovigilance. Avant cette date, il fallait qu'ils passent par leur professionnel de santé pour déclarer un effet indésirable. Ce n'est plus le cas et cette ouverture de la déclaration aux patients avait pour objectif d'élargir la base de recueil et de détecter des signaux complémentaires, des cas, par exemple, qui n'auraient pas été déclarés par les professionnels de santé. Quels effets indésirables déclarer? Nous l'avons vu lors du premier webinaire, réglementairement, tous les effets indésirables devraient être déclarés. Malgré tout, l'exhaustivité en pharmacovigilance est à la fois illusoire et inutile. J'aime bien illustrer ce propos du schéma de l'iceberg. Il n'y a pas besoin de connaître la taille exacte de l'iceberg pour voir qu'il y a un danger. Identifier la pointe de l'iceberg suffit, et cela précocement, suffit à voir qu'il y a un danger en face de nous. Et la pharmacovigilance n'a pas vocation à calculer la taille globale de l'iceberg, mais plutôt d'identifier qu'il y a un danger et de voir repérer la pointe de cet iceberg. Donc, sur quels effets indésirables se focaliser? Eh bien, davantage sur la déclaration des effets graves ou inattendus, comme ils ont été définis lors du premier webinaire. Il y a également, bien sûr, la possibilité, et il est même intéressant, de déclarer tous les effets pertinents en dehors de ces définitions, et ce, dès qu'un lien est suspecté, et même si ce lien n'est pas certain. Ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais insister. On entend souvent les professionnels de santé ou les patients qui nous disent « je n'ai pas déclaré car je n'ai pas la certitude que c'est lié au médicament ». Eh bien, l'explication que je vais vous donner, c'est que le lien, c'est le pharmacovigilant qui va l'évaluer. Le professionnel de santé ou le patient n'est là que pour déclarer un effet qu'il suspecte être éventuellement dû au médicament. Alors, déclarer un effet indésirable, comment fait-on? Cette déclaration peut se faire directement à votre centre régional de pharmacovigilance, celui dont vous dépendez géographiquement, par téléphone, par mail ou par courrier. Pour retrouver le centre de pharmacovigilance dont vous dépendez, vous pouvez utiliser le site internet du réseau français des centres de pharmacovigilance et en cliquant sur le département
dans lequel vous résidez, vous allez avoir l'adresse de votre centre de pharmacovigilance ainsi que son numéro de téléphone et l'adresse mail auquel vous pouvez leur adresser le cas. Vous pouvez également faire la déclaration en ligne via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables, en sachant que même si vous utilisez ce moyen, le cas sera transmis au centre régional de pharmacovigilance dont vous dépendez. Nous allons voir plus en détail comment déclarer sur ce portail. Cette déclaration est simple et rapide. Vous pouvez la faire seule ou avec un professionnel de santé, votre médecin, un pharmacien, ou demander à un proche de la faire pour vous. Les informations que vous transmettrez lors de cette déclaration de pharmacovigilance sont soumises à une confidentialité absolue et les données qui en découlent sont anonymisées par le Centre régional de pharmacovigilance avant d'être envoyées à l'Agence nationale de sécurité du médicament. Chaque déclaration que vous transmettrez fera l'objet d'une analyse clinique par les pharmacologues qui travaillent dans les centres régionaux de pharmacovigilance. Pour faire cette analyse clinique, il est donc important que les données que vous nous déclarez soient complètes et précises pour nous permettre cette meilleure évaluation. En effet, stricto sensu, une déclaration de pharmacovigilance doit comporter 4 éléments au minimum: un déclarant, un patient, un médicament suspect et la nature de l'effet. Ça, ce sont finalement des informations qui sont réglementaires. Mais en pratique, ces seules informations sont bien trop peu informatives pour que nous puissions réaliser l'expertise pharmacologique et établir ce fameux lien de causalité. Il est donc indispensable de privilégier la qualité d'une observation. Nous allons donc voir pas à pas comment faire une bonne déclaration en prenant, pour exemple, le portail de signalement des événements indésirables. Une fois connecté sur le portail, cliquez sur « Je suis un particulier » pour commencer votre déclaration. Cochez ensuite la case « Médicaments ». Vous allez ensuite remplir des informations sur le déclarant. Vous pouvez être à la fois le déclarant et le patient. Si vous n'êtes pas le patient, cliquez sur « Non » et le lien de parenté ou la relation que vous avez avec le patient vous sera demandé ultérieurement. Notez que les informations que vous nous fournissez sont confidentielles, mais que nous vous demandons un numéro de téléphone ou une adresse électronique, notamment pour vous recontacter pour des informations complémentaires ou le suivi de l'effet indésirable. Concernant le patient, il est très important de préciser les antécédents du malade, c'est-à-dire les maladies qui étaient présentes en cours ou dans le passé et qui étaient présentes avant le traitement. Pourquoi renseigner ces informations? Eh bien parce que ces maladies, ce qu'on appelle le terrain, peuvent expliquer ou ont pu favoriser la survenue de l'effet indésirable. Et donc, pour que l'expertise pharmacologique soit la plus précise possible, nous avons besoin de ces informations sur le terrain du patient. Concernant le médicament, il vous suffit de taper les premières lettres du médicament et de choisir celui que vous avez pris. Là, j'ai pris l'exemple de l'Advil. Si vous avez pris un générique, vous rentrez ibuprofène et les noms des laboratoires vous seront proposés. Pour les médicaments, en dehors des vaccins, le numéro de lot n'est pas utile. La durée du traitement est très importante pour une bonne évaluation. Elle vous est demandée dans le champ sur la gauche, on vous demande la date de début d'utilisation du médicament et la fin d'utilisation du médicament. Si vous ne connaissez pas les dates exactes, vous pouvez utiliser le champ durée et remplir 3 jours, 1 mois, depuis 2 ans, par exemple. Pourquoi vous demande-t-on ces informations de chronologie? Eh bien, parce que dans notre expertise pharmacologique, le lien chronologique est important et nous avons donc besoin d'informations précises pour notre expertise. Les autres médicaments pris par le patient sont également importants. Pourquoi? Eh bien, parce que ces autres médicaments auxquels vous n'avez pas nécessairement suspecté peuvent malgré tout être suspects, avoir favorisé la survenue de l'effet indésirable, ce par exemple par le biais d'une interaction médicamenteuse. Dans le champ description de l'effet, soyez le plus précis possible sur la nature des effets que vous avez présentés
et ce depuis l'utilisation du médicament. Renseignez bien le diagnostic, si un diagnostic a été posé par un médecin, les examens médicaux que vous avez effectués, les actes de biologie que vous avez effectués avec les résultats. Insistez sur la prise en charge de ces effets. Avez-vous vu un médecin? Avez-vous été hospitalisé? Mais également les traitements que vous avez pris pour faire cesser ces effets indésirables. Là aussi, le mieux vous renseignez ce champ de description de l'effet, plus l'expertise sera la plus exacte possible. La date de survenue de l'effet indésirable est également importante. Vous indiquerez dans le champ la date de survenue des premiers signes. Parfois, cette date est imprécise et vous savez que ça a commencé en 2018 ou début 2018, auquel cas, utilisez le champ description de l'effet et renseignez la date de début de l'effet indésirable. L'évolution de l'effet est également une donnée importante. En cliquant sur la case évolution, vous aurez la possibilité de cliquer sur guérison, amélioration en cours ou pas de guérison. Si tous les effets n'ont pas la même évolution, là aussi, utilisez le champ description de l'effet pour nous donner ces informations. Là aussi, la chronologie, la date de l'effet indésirable est indispensable pour que nous puissions faire l'expertise la plus exacte possible et bien évaluer le lien chronologique entre la prise de votre traitement et l'apparition des premiers signes. Les conséquences de l'effet indésirable sont également extrêmement importantes. Pensez à bien décrire tous les retentissements de ces effets, que ces retentissements soient sociaux, que ces retentissements soient physiques ou psychiques. Ainsi, nous pourrons mieux évaluer la gravité du cas. Vous avez également la possibilité de joindre tout document qui vous paraît utile. Pour cela, cliquez sur « Parcourir » et ajoutez un document en PDF, un compte-rendu d'hospitalisation, un résultat d'analyse, par exemple. Ici, je vous ai mis le lien pour faire votre déclaration sur le portail de signalement des événements indésirables. Vous n'avez qu'à scanner le QR code. En conclusion, et nous l'avons vu au travers de ces 2 webinaires, la pharmacovigilance est l'affaire de tous, à la fois les professionnels de santé et les patients qui peuvent se révéler des lanceurs d'alerte. La pharmacovigilance contribue à la protection des patients et la santé publique et ce sont les centres de pharmacovigilance qui sont les structures spécialisées dans la maladie médicamenteuse. En gardant en mémoire que envoyer des observations mal documentées est finalement relativement inutile et qu'une seule observation bien documentée peut se révéler importante et que c'est cette documentation qui va garantir une expertise de qualité. Je vous remercie. Alors, bonjour à tous, enfin rebonjour à tous. Si vous avez des questions pour Hélène, Malak ou Evelyne, vous pouvez les poser par l'intermédiaire de la bulle. Moi, j'ai une première question. Quand la personne signale un effet indésirable, a-t-elle un retour sur son cas à elle ou sur les conséquences, si ça a apporté quelque chose? Globalement, le patient il va avoir un retour pour la plupart des centres de pharmacovigilance, comme quoi on a bien reçu, on a enregistré son dossier. C'est vrai que s'il ne demande pas de l'information complémentaire, s'il nous demande est-ce que c'est fréquent, est-ce que ça a déjà été décrit, on ne va pas nécessairement lui répondre avec de la bibliographie ou une documentation. Par contre, s'il s'inquiète, oui. S'il s'inquiète, vous pouvez apporter des informations complémentaires sur la gravité, absolument. Sur les professionnels qu'il devrait consulter, sur la prudence. Mais pour ça, il faut qu'il en fasse la demande. Donc, soit en faire la demande directement à son centre de pharmacovigilance en téléphonant, en envoyant un mail, en étant explicite, en demandant finalement ce qu'il souhaite et les questions qu'il se pose, ou
dans sa déclaration de pharmacovigilance, effectivement, demander est-ce qu'il y a déjà eu des cas, est-ce que c'est connu, est-ce qu'il y a un professionnel de santé en particulier à contacter. Mais d'emblée, toute déclaration de pharmacovigilance n'implique pas nécessairement une réponse qu'on dit argumentée avec des éléments de la littérature. D'accord. Une personne qui n'était pas là lors du premier webinaire demande si on ne déclare que les effets indésirables qui n'apparaissent pas dans la notice ou également les effets indésirables déjà marqués. Alors, on l'a un peu évoqué, réglementairement, tous les effets indésirables devraient être déclarés. Néanmoins, il est plus pertinent et plus intéressant de déclarer les effets indésirables qui, effectivement, n'apparaissent pas dans la notice, mais qui semblent suspects ou qui vous semblent liés à la prise d'un médicament. Mais je rajouterais du coup juste quelque chose, c'est que parfois il y a des notices où il y a écrit effet indésirable très fréquent, parfois moins fréquent, peu fréquent, etc. Du coup, est-ce qu'il n'y a quand même pas un intérêt à justement déclarer quand même un effet indésirable qui peut-être est dans le peu fréquent? Parce que si tout le monde le fait, peut-être que l'effet indésirable peut remonter sur la notice. Oui, après, la pharmacovigilance post-AMM, elle n'a pas vocation à connaître l'incidence, c'est-à-dire la fréquence de l'effet indésirable. Ça, on le voit lors des essais cliniques, c'est ce qu'on avait vu lors du premier webinaire, puisque dans l'essai clinique, on va avoir le nombre total de patients qui reçoivent, et donc on peut calculer une fréquence. En revanche, quand on déclare à la pharmacovigilance et quand on déclare à la NSM, ensuite, on n'a pas le nombre total de patients exposés. Donc, ça n'a pas forcément l'objectif n'est pas de modifier une fréquence. Vous m'interrompez si je... Oui, non, c'était juste pour compléter effectivement le propos d'Hélène sur 2 points. Le premier point, c'est qu'effectivement, comme l'a expliqué de manière très exhaustive Hélène sur le fonctionnement du portail, normalement, à l'issue de la déclaration au niveau du portail, il y a un accusé-réception qui dit bien donc que le cas a été enregistré et qu'il est donc orienté vers le centre régional de pharmacovigilance dont il dépend. Alors, il est prévu dans les évolutions, puisque au niveau de l'agence, une enquête a été menée auprès des utilisateurs justement du portail, une enquête menée donc auprès des utilisateurs, que ce soit professionnels de santé ou patients ou usagers, et il a été vivement remonté en tout cas que les usagers souhaitaient qu'il y ait une information un petit peu plus complète en ce qui concerne l'accusé-réception. Donc, il est prévu dans le pipeline de faire évoluer donc cette accusé-réception en créant des liens justement, comme l'a dit Hélène, peut-être vers le centre régional ou alors vers un lien concernant le médicament, etc. On y réfléchit, mais ça fait partie effectivement d'une évolution de l'outil de déclaration, à savoir le portail de signalement, à apporter un premier niveau de réponse, même si, comme l'a précisé Hélène, effectivement, l'usager peut préciser qu'il souhaite être recontacté, etc. Et le CRPV reviendra. C'était le premier point. Sur le deuxième point, en ce qui concerne la déclaration des effets indésirables, il est vrai que dans les textes, c'est écrit, voilà, c'est tous les effets indésirables graves. C'est vrai que déjà, dans le premier webinaire, nous avions évoqué ces notions de grave, inattendu, etc., qu'on a besoin d'expliciter, puisqu'il s'agit d'un langage consacré des pharmacologues et pharmacovigilants. Alors, grave, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est une définition quand même assez précise, décès, mise en jeu du pronostic vital, hospitalisation, etc. Et inattendu, donc, qui n'est pas mentionné dans la fameuse notice dont vous parliez à l'instant. Alors, c'est vrai que compte tenu la dernière saga que nous ayons eue avec la vaccination Covid a entraîné un flux et une sensibilisation énorme de la population française à la pharmacovigilance. Et donc là, effectivement, on a eu une montée en puissance des déclarations au niveau de nos centres donc de pharmacovigilance. Et c'est vrai que on était beaucoup plus dans la recommandation de déclarer des effets donc qui étaient sévères en termes cliniques et inattendus qui n'étaient pas mentionnés dans la notice.
Mais vous avez raison, on peut aussi déclarer des effets qui sont attendus, comme vous l'avez dit, parce qu'il faut bien prendre en compte la qualité de vie des patients. Et puis, effectivement, il y a un effet qui peut apparaître sur la notice comme étant peu fréquent. Et finalement, le fait que ces effets remontent de manière importante de la part des usagers puisse entraîner, comme on l'a dit, à l'issue de l'évaluation justement par les centres régionaux pharmacovigilance et les évaluations qui sont faites en interne au sein de l'agence, donc par les directions médicales et la collégialité au sein des comités scientifiques, conduisent à modifier l'information du produit et ajouter, comme vous le dites, pour un effet qui était attendu, mais dont la fréquence semble, même si on n'a pas, comme a dit Hélène, l'exposition, en tout cas la nécessité de faire évoluer l'information du produit et de modifier l'information, même s'il s'agit d'un effet attendu. Voilà. Voilà que vous vouliez ajouter quelque chose. C'était juste pour préciser que ça pouvait aussi avoir un intérêt pour mieux caractériser l'effet, sa prise en charge. Et donc, concrètement, ça nous arrive fréquemment de recevoir des déclarations relatives à des effets attendus qui conduisent à améliorer l'informativité de la notice sur la prise en charge. Oui, c'est ce que je voulais ajouter, c'est pas tant peut-être pas la fréquence, mais effectivement une meilleure description de l'effet, une meilleure comment prendre en charge cet effet, comment le repérer précocement. Ça, c'est des choses qui sont importantes, même s'ils sont des effets attendus. Et pour répondre à votre question sur si le patient se pose une question sur le lien avec son traitement, comment faire, je crois qu'il y a aussi la possibilité, il faut le garder en mémoire, de contacter directement son centre de pharmacovigilance, qui est vraiment le centre qui a la plus grande expertise pour la pathologie médicamenteuse, qui va avoir les données de la littérature et qui va pouvoir faire une réponse argumentée, documentée, pour le patient et pour le guider dans la prise en charge ou l'orienter rapidement vers son médecin en lui disant là, je pense qu'il est nécessaire que vous contactiez votre médecin. Mais voilà, se dire que dans les centres de pharmacovigilance, il y a des pharmacologues, des médecins, des pharmaciens qui sont tous les jours disponibles pour répondre aux questions et pas uniquement enregistrer les cas, je dirais. Alors, il y a une personne qui évoque une situation personnelle, on n'ira pas dans le détail. Oui. Mais comment dire, c'est une situation à laquelle je pense que nous avons tous été confrontés au moins une fois. C'est, vous l'avez évoqué, un professionnel de santé ou plusieurs successifs qui ne veulent pas faire de lien. Donc, cette personne-là a terminé aux urgences. Je n'ai pas tout lu en détail, mais ça peut arriver. Ou alors, il y a une controverse entre deux professionnels de santé. Le patient, même s'il a des doutes, d'autant plus que pour cette personne, ce n'était pas dans la notice. Moi, j'étais déjà confrontée à cela. C'est pas dans la notice, donc ça ne doit pas être vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire devant ce manque d'écoute, pour être poli, de la part du soignant ou des soignants? Commencez déjà par déclarer l'effet indésirable d'une déclaration patient qui déclare à son centre de pharmacovigilance. Je commencerai par ça. Le patient suspecte un lien, il est tout à fait en droit de faire réaliser une déclaration d'effet indésirable. D'accord. Oui, je pense que c'est cela, la plupart, et c'était l'objet de cette demande de l'association auprès de la NSM, c'est que la plupart des patients ont l'impression que c'est le médecin qui doit juger si l'effet indésirable mérite qu'on s'y attarde. Oui, mais comme l'a précisé Hélène, c'est extrêmement important parce qu'effectivement, depuis 2011, les associations de passants, les usagers, les représentants de famille, etc., ont cette possibilité de pouvoir déclarer directement. Alors, c'est vrai que c'était plus compliqué auparavant, etc. Et aujourd'hui, comme l'a précisé Hélène, il y a deux voies. Soit effectivement de contacter directement le CRPV, donc le Centre régional de pharmacovigilance, où là, il y a une écoute, donc là, on tombe sur des personnes, et donc là, c'est encore mieux, et ou alors, via donc, le portail de signalement, mais on vous a expliqué également, en général, il faut à peu près quinzaine de minutes, et comme je vous l'ai dit, c'est un portail qui est amené à évoluer justement à l'écoute des usagers, donc et apporter justement les justes liens, et donc en fait,
fait, à partir du moment où le patient suspecte un possible lien entre la prise du médicament et la survenue de l'effet indésirable, comme l'a dit Hélène, il doit faire la déclaration et ensuite aux experts d'établir, avec la qualité bien évidemment des informations qui ont été fournies, l'imputabilité, hein, c'est le terme consacré, donc ce possible lien de causalité entre la prise du médicament et la survenue de l'effet indésirable. Ouais, là, en clair, le patient a un rôle et mérite d'être écouté. Oui. Et là, de ce que je lis dans les commentaires, une personne dit elle est contente de ce webinaire parce que ça lui apporte cette reconnaissance. Ça devrait être obligatoirement affiché chez tous les médecins. Jusqu'à récemment, je ne savais pas que les patients pouvaient faire les déclarations eux-mêmes. Donc voilà, est-ce vrai que ça devrait être obligatoirement affiché chez tous les médecins? Je pense que ça devrait être obligatoirement affiché, c'est un point de vue, mais ça ne l'est pas. Légalement, ça n'y est pas. Non. Donc, il y a quand même un problème d'information. Moi, j'ai gardé en tête, je crois, c'est à partir du moment où un lien est suspecté, et ce même par le malade lui-même. C'est pas parce qu'il n'a pas la confirmation par son médecin que c'est lié au médicament qu'il doit s'interdire de faire la déclaration. J'ai deux questions en tête. Une, c'est de préciser un peu, parce que ce sujet est mal connu, la notion d'interaction médicamenteuse. Parce qu'on regarde une notice, on peut regarder l'autre, on peut se prendre la tête en tant que migraineux, d'où ça vient. Et je pense qu'il est utile de préciser la notion d'interaction médicamenteuse. Alors, pour faire le plus simple possible, je dirais que les interactions, il y a deux raisons d'avoir des interactions médicamenteuses. Soit des médicaments, ils ont globalement un peu les mêmes effets indésirables. Ils sont tous les deux, ils vous donnent des somnolences tous les deux. Ils vous donnent, qu'est-ce que je pourrais vous donner? Des troubles digestifs. Quand vous allez les mettre ensemble, vous allez avoir ce qu'on appelle une addition d'effets. Les effets indésirables peuvent se cumuler. Deux médicaments qui vous rendent somnolent, vous pouvez être potentiellement plus somnolent, donc c'est dangereux en voiture, etc. Ça, c'est tout ce qui est addition d'effets. Et il y a d'autres interactions qui sont un peu plus complexes, qui sont notamment liées à ce qu'on appelle la transformation du médicament dans l'organisme. Un médicament va pouvoir modifier la manière dont l'autre est transformé dans l'organisme. Ça, c'est un peu plus compliqué. On les connaît, hein. Enfin, en tout cas, on les connaît. On connaît beaucoup de ces interactions. Et donc, il y a ces deux types d'interactions qui peuvent être soit liées à des effets qui s'additionnent, soit à des interactions sur l'élimination, la manière dont le médicament est transformé par le foie, un médicament, par exemple, ou un aliment que vous connaissez, le pamplemousse. On parle toujours du pamplemousse. Et on dit que le pamplemousse, on sait qu'il est, on dit, inhibiteur enzymatique. Donc là, ce n'est pas du tout un effet, il ne va pas ajouter ces effets. En revanche, il va perturber la manière dont le médicament est transformé par le foie. Je suis claire ou pas? Oui, je pense que vous êtes très clair, mais justement, le pamplemousse, beaucoup de gens ne connaissent pas cet effet et n'y pensent pas. En sachant que ce n'est pas vrai pour le pamplemousse, il faut faire attention, il ne faut pas généraliser, il n'interagit pas avec tous les médicaments, il n'interagit qu'avec certains médicaments qui sont transformés par le foie par une certaine enzyme. Donc, il ne faut pas dire à tous les patients, attention avec le pamplemousse. C'est vraiment spécifique pour certains médicaments. Et en fait, dans la rubrique interaction d'une notice, vous allez avoir à la fois ces interactions qui sont liées aux effets qui s'additionnent avec le niveau d'interaction, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faut pas le faire du tout, c'est une contre-indication, ou est-ce que potentiellement on peut les prendre, mais avec davantage de prudence, par exemple sur la conduite automobile, etc. Donc, dans une notice, on peut retrouver les médicaments ou les aliments qui ne doivent pas être associés aux médicaments qu'on prend. Oui. En plus des effets indésirables. Ah oui, il y a une rubrique interaction dans les notices qui sont les risques d'associer à d'autres traitements.
Mais si ces risques sont cliniquement, s'ils ont été cliniquement montrés, s'il y a effectivement un risque, ils sont mentionnés dans la notice. D'accord. D'où l'importance de lire la notice, parce que c'est vrai que la notice, il faut pas qu'elle soit vue uniquement sous la rubrique les effets indésirables, mais en fait, comme vient de l'expliquer Hélène, le fait de justement d'avoir une ou plusieurs pathologies veut dire que vous prenez d'autres médicaments que celui que vous allez prendre. Donc du coup, c'est important lors de l'introduction d'un nouveau traitement de bien lire la rubrique, donc les différentes rubriques, effets indésirables, mais également contre-indications, mise en garde et précautions d'emploi et interaction, c'est-à-dire au-delà de la rubrique effets indésirables. Ouais, du coup, c'est très savant, mais c'est vrai que cette notice, alors je sais qu'elle est indigeste, pareil aussi, on y travaille, il me semble que Mala, qui a d'ailleurs été intervenue lors du premier webinaire sur l'amélioration de cette notice, donc c'est vrai qu'elle est longue, importante, mais c'est vrai que l'approche de la notice doit aller au-delà de la rubrique effets indésirables. Et j'ajouterais quand même qu'il y a un rempart aux interactions médicamenteuses qui sont effectivement pas toujours faciles à comprendre, etc., parce qu'elles n'ont pas toutes le même impact clinique. Il y a des interactions qui peuvent avoir des conséquences cliniques graves. Il y a quand même un rempart qui est le pharmacien au moment de la délivrance, sous réserve qu'il ait l'intégralité des traitements. Donc, sous réserve que le patient aille chercher ses médicaments dans la même pharmacie et donc le pharmacien ait la connaissance de toutes les molécules prises par le malade au moment de la délivrance. Donc, moi, je veux préciser, parce qu'on n'y pense pas toujours, ce n'est pas tous les médicaments qu'on prend sur la même ordonnance, c'est toutes les ordonnances en même temps. Absolument. Un médecin, le rhumato vous prescrit du kétoprophène. Le neurologue va vous en prescrire dans le cas de la migraine. Du coup, ça peut s'ajouter et vous dépasseriez la dose, ou alors sous 2 noms différents. Donc, il faut bien présenter toutes ces ordonnances et aller, si possible, régulièrement dans la même pharmacie. Il y a une autre rubrique qui n'est pas théoriquement un peu dans les effets indésirables, c'est la grossesse et l'allaitement. Je pense que tant qu'à faire de couvrir toute la notice. Alors, que pouvez-vous nous dire sur la grossesse et l'allaitement avec les médicaments? Malak, tu veux en parler ou pas? Il y a une section ad hoc dans la notice, ça c'est sûr. Et en complément, il y a pour certains médicaments des pictogrammes, alors qui sont en cours de réévaluation, donc je pense qu'Evelyne pourra mieux en parler. Il y a des pictogrammes sur les boîtes de médicaments pour mieux alerter les patients, parce qu'effectivement, dans la notice, ça peut être noyé entre différentes informations. Il y a un travail qui est en cours pour améliorer, par exemple, la lisibilité de la notice concernant le risque grossesse pour les anti-inflammatoires, et notamment l'ibuprofène. Voilà ce que je peux en dire, mais je ne sais pas si ça répond exactement à la question. La grossesse pour un médicament sur lequel nous avons travaillé récemment. Oui. Personnellement, je n'avais pas lu la notice qui fait 2 km de long jusqu'au bout. Et finalement, les risques étaient au bout des 2 km, dans les 3 dernières lignes. Et comme les effets indésirables de ce traitement sont déjà quand même relativement costauds, je n'étais pas allée plus bas. Et donc, je pense qu'il faudrait monter d'un cran quand vraiment le risque il est important. Il faudrait revoir peut-être l'organisation de la notice. Alors, je vois qu'Hélène fait un peu la tête. Non. Et je pense qu'il y a aussi une question réglementaire d'ordre d'apparition des informations dans la notice, non? Oui, tout à fait. Il y a un modèle européen qui contraint, et donc ça ne peut pas se décider au niveau national de façon isolée. Par contre, il y a les pictogrammes qui peuvent alerter les patients directement, qui sont apposés sur les boîtes de médicaments. Donc, ça peut être un complément d'alerte. Voilà. On en a déjà un peu parlé, mais je pense qu'on va le refaire. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais poser ma dernière question.
Nous sommes, nous aussi, en tant qu'association, lanceurs d'alerte auprès des laboratoires. On incite les patients à signaler aussi sur les portails des laboratoires, et ça m'est arrivé d'en discuter, de contacter le médecin du laboratoire. Très rarement, ce qui m'a été dit, c'était très intéressant parce qu'il vous renvoyait l'information, et c'était intéressant pour faire évoluer la notice. Par quel moyen, enfin, quel est le mode de communication, l'articulation, si vous pouvez nous en dire quelque chose? Quel est le rôle du laboratoire là-dedans? Qu'est-ce qui se passe, vous, en tant qu'ANSM, par rapport au laboratoire? Bien sûr, on est clair, mais… Oui, non, les clairs. Alors, je vais me partager, bien évidemment, entre notre réponse, elle va être commune avec Malak et moi, puisqu'en fait, moi, c'est vrai que je suis au niveau de la direction de la surveillance et que Malak est au niveau de la direction médicale, donc elle pourra être beaucoup plus précise. En revanche, en termes de pharmacovigilance, les laboratoires ont des obligations. Donc, en fait, le laboratoire a l'obligation de transmettre donc les effets indésirables dont ils ont connaissance, donc les effets qui leur sont rapportés soit par les professionnels de santé, soit par les patients, dans des délais réglementaires pour qu'ils puissent être enregistrés dans la base de données de pharmacovigilance. Lorsque effectivement, comme on vous l'a dit, un effet indésirable qui serait nouveau donc par rapport à l'information qu'on avait jusqu'à présent du produit, ou un effet qui était attendu mais dont la fréquence, dont la gravité, etc. pourrait changer, à ce moment-là, au niveau des autorités de santé, donc l'agence, mais comme vous le savez, on l'avait expliqué dans le précédent webinaire, il y a cette dimension européenne, donc soit l'agence nationale, soit l'agence européenne. En tout cas, il y a une évaluation qui est faite et une demande qui est faite auprès du laboratoire afin qu'il soumette ce qu'on appelle une demande de modification de l'information avec l'ensemble des cas, la littérature, etc., qui justifie de modifier l'information. Et au niveau des autorités de santé, il y a des évaluateurs, des équipes donc qui assurent l'expertise de ces données qui ont été fournies par le laboratoire, en confrontation bien évidemment avec les données que nous avons via notre réseau de pharmacovigilance, dans notre base de données nationale de pharmacovigilance. Et puis, quand il y a la dimension européenne, voilà, il y a discussion avec nos partenaires européens, parce que voilà, c'est maintenant avec la dimension européenne, on n'est pas les seuls autour de la table en ce qui concerne les modifications de l'information, mais il faut savoir, pour répondre au premier niveau, mais Malak complétera, le premier niveau, il y a des obligations pour les laboratoires, c'est-à-dire que les laboratoires ont des obligations de transmettre tous les effets indésirables dont ils ont connaissance, de surveiller leurs produits sur le marché. Et nous, l'agence, en tant qu'agence sanitaire et police sanitaire, nous avons l'obligation, bien évidemment, de contrôler comment la pharmacovigilance donc, de ces laboratoires est organisée, et nous le faisons via des inspections qui sont menées au sein de ces laboratoires afin de bien vérifier qu'ils répondent à leurs obligations. Voilà. Moi, je vais répondre plus sur ce pan, et Malak est bien plus impliqué que moi dans l'évaluation européenne des évolutions de ces notices des médicaments et les données des laboratoires. Ouais, non, je pense que tu as très bien répondu. J'ajouterais que, alors, il y a l'aspect pharmacovigilance et effets indésirables, mais aussi sur l'ensemble de l'information produit, le laboratoire a l'obligation de mettre à jour, au regard des données actualisées de la science, toutes les sections de la notice. Donc, c'est pas que la section effets indésirables, ça peut impliquer, on a encore eu des échanges il n'y a pas longtemps sur un médicament avec un laboratoire qui n'avait pas mis à jour sa section posologie, alors qu'il y avait des données qui pouvaient faire évoluer la section posologie. Donc, ils ont cette obligation réglementaire. C'est à eux de faire ce travail-là. Après, nous, on a la chance d'avoir de la détection de signal, des alertes. On a une gestion du signal qui fait qu'on peut monter au créneau. Mais c'est eux qui ont l'obligation après de nous soumettre ce qu'on appelle des variations pour faire évoluer l'information produit. Donc, que ce soit la notice pour les patients ou le RCP
pour les professionnels de santé. Donc, comme disait Evelyne, il y a deux niveaux. Donc, soit c'est des procédures purement nationales d'autorisation de mise sur le marché et la France a plus ou moins de marge, a plus de marge de manœuvre pour faire évoluer de façon isolée son RCP. Mais la plupart du temps, c'est de plus en plus des procédures européennes. Et donc, du coup, on intervient au sein d'un comité qui s'appelle, pour la pharmacovigilance, le PRAC. Et c'est là où on fait remonter nos problématiques et on discute de façon collégiale de l'évolution de ces notices. Et donc, c'est une décision collégiale. Donc, il faut qu'il y ait l'ensemble des États membres qui valident l'évolution de la notice pour que ça soit acté. Alors, Caroline pose une question très pertinente. Je la pose, même si j'avais dit que c'était la dernière. Je suis confrontée au problème. Est-ce qu'il existe des notices en vidéo pour les personnes malvoyantes, mais je dirais aussi les personnes dyslexiques, par exemple? Moi, il me faut une loupe. Alors, je crois pas, mais est-ce que dans l'avenir, on peut envisager, alors parce que sinon les gens ils vont sur YouTube ou des choses comme ça, faut pas rêver, ils cherchent l'information comme ils peuvent. Pas à ma connaissance, je pense qu'il y a des travaux au niveau européen sur ces aspects-là. Peut-être qu'Evelyne, tu as notion. Je suis comme toi, j'en étais restée. Là, c'est vrai qu'il y a la lecture sur les boîtes, la lecture, etc., braille. Mais il y a la possibilité de lire aussi un document PDF avec comment on appelle ça, un petit logiciel de lecture. Moi, je fais cours aux kinés malvoyants. Et en fait, ils arrivent à lire. Je leur faisais l'exemple. Alors, j'avais amené des boîtes de médicaments. Effectivement, il y a le nom du médicament et la dose qui est marquée en braille. Mais ensuite, on en discutait justement comment avoir l'info. Et donc, je leur avais montré la base de données publique du médicament pour avoir accès au PDF de la notice. Et ensuite, avec un petit logiciel de lecture, ils faisaient lire la notice à leur petit logiciel. Après, pour ce qui est des vidéos, il existe des vidéos pour certains médicaments, pour des documents éducationnels, comment administrer tel ou tel produit. Ça existe pour certains produits dans le cadre du plan de gestion du risque. Mais ce n'est pas systématisé, effectivement. Je pense qu'à la limite, on peut communiquer le lien qui oriente les patients vers ces notices qu'ils peuvent agrandir ou lire, parce que je sais qu'il existe. J'avais mis le lien dans la première présentation, la base de données publique du médicament, qui est la source officielle pour avoir le document professionnel de santé, donc ce qu'on appelle le RCP, et la notice, qui est le document pour les patients. Vous avez le lien dans le premier webinaire. Voilà. Bon, il y a une remarque et puis ce sera tout. La controverse, on en a déjà discuté ensemble. Là. Vous savez qu'il y a un autre organisme que vous qui donne des précisions sur les traitements safe, sûrs pour les femmes enceintes. Vous avez, vous, votre base de données et les médecins sont un peu perdus, les patients sont un peu perdus. Nous, on ne va pas arbitrer, mais peut-être que vous pourriez donner le nom de votre base de données. Sur les médicaments, je ne vais pas citer, c'est écrit en… Vous faites référence au CRAT. Voilà. Oui, sur le site de l'ANSM, il y a une page sur médicaments et grossesse. Voilà, il me semble. Voilà. Et en complément, sur la base de données publiques des médicaments qu'Hélène évoquait, pour tous les médicaments, vous avez la notice et c'est l'information qui est opposable, qui est validée et qui est opposable normalement d'un point de vue médico-légal. Mais en complément, d'un point de vue purement communication, il y a, Evelyne, si tu connais peut-être un peu mieux, mais il y a une page dédiée à médicaments et grossesse sur le site de la NSM. On peut peut-être mettre en… On le rajoutera, oui. Voilà. Alors, moi, je vais répondre à la personne parce qu'elle dit « Le médecin ne peut pas tout connaître et pourtant, il prend des risques en prescrivant des médicaments qui ne pas peu compatibles. » Vous l'avez dit, le spécialiste du médicament, c'est le pharmacien. Effectivement, il ne peut pas tout connaître, il ne peut pas coordonner des prises en charge. C'est le pharmacien. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ah, il devrait, là. Il a sa responsabilité. Collaboration, c'est que chacun sa spécialité et c'est justement l'interprofessionnalité qui fait la qualité du soin. Ils doivent communiquer. Donc, voilà.
Voilà, en tout cas, un grand merci. Voyez-vous d'autres questions? Merci d'être resté jusqu'au bout, les 18 personnes qui étaient là. Merci à Malak, Evelyne et Hélène pour la qualité de ce webinaire et les explications très claires. Et je vous souhaite une très belle après-midi. Tout le monde peut se déconnecter. Merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt.